Donc bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. J'espère que vous êtes tous bien installés, que vos genoux vont toujours bien. Alors cette conférence s'intitule Can you hack your way into building a state? Ce qu'on va traduire par dans quelle mesure il est possible, après une catastrophe, d'établir ou de rétablir un État, des services administratifs, etc. Bon, alors la première chose qu'on va aborder, c'est pourquoi on se pose la question. Hop. Merveilleux. Vous voyez derrière moi une infographie qui reprend l'étude de l'Institut Pew de l'année dernière, donc sur des données de 2014, qui se concentre sur les peurs, de quoi les gens ont peur. J'ai l'impression que je suis un peu fort, je vais un peu écarter le micro. Voilà, je ne vais pas vous faire saigner le tympan. Donc, ces peurs, pourquoi elles nous intéressent? D'abord, si vous regardez les peurs qui sont le plus largement diffuses dans le monde, on peut les regrouper par continent. Le continent, le monde occidental, la peur principale, c'est les inégalités. Jusque-là, c'est assez intuitif. Si vous regardez par contre l'Amérique latine, c'est les armes nucléaires. C'est assez contre-intuitif. Comme vous le savez, a priori, il n'y a pas d'armes nucléaires en Amérique latine. Il n'y a pas non plus de nation qui se déclare nucléarisée. Donc déjà, ça nous interroge. Ensuite, en Afrique, c'est moins paradoxal. Les épidémies, bon, on s'en doutait. Au Moyen-Orient, c'est les conflits ethniques ou religieux. Et en Asie, c'est la pollution. Qu'est-ce que ces peurs ont en commun et pourquoi ça nous intéresse ? Ça nous intéresse parce que ces peurs, en fait, c'est des peurs qui sont dirigées contre les causes d'événements qui peuvent être suffisamment importants pour remettre en question l'État. On peut en faire une petite typologie. Là, j'ai choisi de faire 3 groupes, les guerres, les pandémies et les catastrophes naturelles. Ces catastrophes peuvent évidemment être de spectres et de violences qui sont variables. Mais si elles atteignent un certain seuil d'intensité, elles remettent en question l'État. Alors, on a tous l'intuition que ces catastrophes, aujourd'hui, c'est pas si grave. On se dit, on prend 3 hélicoptères, on largue de la nourriture, on largue de l'eau potable, un générateur électrique, et tout va bien. En réalité, c'est pas le cas. Vous vous souvenez peut-être du séisme qui a eu lieu en 2010 en Haïti. Ce séisme, c'était il y a 5 ans. C'était sur une zone où la population était concentrée. C'était sur un terrain relativement plat, donc pas de montagne difficile à gérer. Et c'était à côté d'un grand pays très puissant, les États-Unis, avec de forts moyens de projection. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, en Haïti, on n'est toujours pas revenu au niveau pré-crise. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, après le séisme, il y a eu une surcrise. La force internationale qui est arrivée en Haïti, elle a amené dans ses bagages le choléra. Évidemment, ce n'était pas prévu, mais la crise qui s'ajoute à la crise, ça pose un problème et ça retarde le retour. D'autre part, si on se met à réfléchir de façon un peu concrète, on se rend compte que le fait de larguer des vivres et des moyens, c'est pas suffisant. Les générateurs électriques que vous voyez dans la rue quand il y a des chantiers, par exemple, c'est des générateurs qui font à peu près 4000 watts. Ça pèse 70 kilos. Vous leur ajoutez 30 litres de carburant, ça fait à peu près 100 kilos. Donc ça veut dire que vous pouvez en prendre 10 dans un hélicoptère Caracal, qui est l'hélicoptère tactique de l'armée française, et vous pouvez faire 150 km avec, parce que vous avez besoin des 105 km autour pour revenir à la base. Donc c'est pas avec 10 générateurs distribués en une journée que vous allez aider les centaines de milliers de personnes coincées dans leur village au Népal après le séisme d'avril-mai 2015. Si on recoupe un peu les données des Nations Unies, on se rend compte qu'il y a un peu moins de la moitié de l'humanité qui se trouve dans une situation géographique, où de telles catastrophes peuvent se produire. Ça ne veut pas dire que, d'un coup, 3 milliards de personnes vont se retrouver dans une situation dramatique. Ça, les chances sont très faibles. Par contre, les chances
que au moins une partie de cette population se retrouve ponctuellement mais successivement dans une crise, elles sont très fortes. Et si vous regardez un peu comment les choses s'enchaînent, avec l'accélération de la violence qu'on observe à cause du changement climatique, ça va devenir de plus en plus important. Vous voyez, Ebola, on pensait que ça allait être fini, et pim, on se prend un séisme au Népal. Le séisme au Népal, c'est en train de se terminer, même s'il y a la mousson qui va arriver et qui va encore aggraver les choses, encore une surcrise. Mais on a peur aujourd'hui du coronavirus, du MERS, qui est en fait un virus qui a son origine dans le chameau, et qu'il a communiqué à l'homme. Et aujourd'hui, en Corée, il y a une grosse psychose. Je ne sais pas si vous avez des amis en Corée. Les écoles sont fermées. Le souvenir du SRAS est bien présent. Et donc, on se retrouve tout le temps dans une situation où on a des crises quelque part sur le globe à gérer. Quand il y a une crise suffisamment violente pour remettre l'État en question, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le montrer maintenant. Après ça, c'est la compréhension de cette menace-là, puis comment on gère cette menace-là. Donc, je vous dirais que il y a beaucoup de peur. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai comparé l'épidémie d'Ebola à des temps de guerre. Je parle de temps de guerre parce que pendant la guerre, on a peur. Il y a une ligne de front qui avance, puis on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Puis il y a un effondrement des structures étatiques. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de système de santé qui fonctionne convenablement, et notamment à Monrovia, la capitale du Libéria, où les 5 hôpitaux sont fermés et prennent à peine quelques urgences, et que nous, on a dû voir notamment, par exemple, des mamans enceintes qui se sont promenées pendant 4-6 heures dans la ville, puis qui arrivent finalement dans notre centre, qui est vraiment pas le bon endroit. Et le temps qu'ils arrivent chez nous, elles ont perdu leur grossesse. Et ça, moi, je trouve ça dramatique. C'est vraiment l'urgence dans l'urgence. Donc, on a d'un côté l'épidémie d'Ebola, puis de l'autre côté, on a les structures étatiques qui sont complètement effondrées. Alors, forcément, le sujet abordé casse un peu le ressort comique de l'accent québécois, mais ça nous permet de nous poser une question qui est quand même très importante. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être vivant? Être vivant à long terme, on a tous eu des cours de SVT, c'est être capable de se reproduire. Si l'État échoue au point que vous puissiez plus vous reproduire, là, on a un gros problème. D'où la nécessité absolue de rétablir un État le plus vite possible après une crise. Aujourd'hui, on est clairement plus fait pour vivre dans la nature. Si vous voulez vous en convaincre, il suffit de regarder Koh-Lanta, et très vite, vous voyez que c'est un peu l'angoisse quand même. On se dit, il faut que la production leur balance un sujet de surimi parce qu'ils vont se mettre à manger du sable, quoi. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, on a le ressort de la conférence. On sent bien qu'il y a une tension entre l'État, qui est quelque chose de très lourd, de très cher, de très long à mettre en place, et la nécessité de concevoir une réponse qui soit rapide et efficace pour ces communautés humaines qui vont se mettre à dériver dans le chaos si on ne leur met pas un cadre. Donc ça, c'est un gros problème, et on voit tous les jours des informations qui se posent. Comment le résoudre? Heureusement, on est à la nuit du hack, on a plein d'idées. Et notamment, dans nos idées, on a la capacité de prendre des morceaux de systèmes existants, de les découper, de les hacker, et de les recombiner en quelque chose de différent. Et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Comment, à partir des technologies qui sont devenues fiables, qui sont devenues accessibles, qui sont devenues peu chères, on peut proposer un substitut à court moyen terme à l'effondrement des structures de l'État. En gros, en se prenant un peu comme le docteur Frankenstein, comment on va faire pour, avec notre pelle et notre cimetière, essayer de créer un espèce de mini-léviathan qui va nous permettre de garantir la vie humaine dans des conditions extrêmes, ou après des conditions extrêmes. Alors, on va explorer cette situation en 2 temps. Tout d'abord, on va voir comment ces nouvelles technologies dont nous disposons, comment ces outils dont on dispose, vont remettre en question l'approche traditionnelle de l'administration électronique,
puis, dans un second temps, on sera un peu plus concret et on ira voir techniquement quel système on pourrait faire avec ces outils qu'on pourrait déployer demain si on avait l'argent et l'infrastructure nécessaire. Alors, première chose, un petit historique pour se remettre un peu les choses en tête. Le projet CyberSyn, on en a parlé récemment à propos du Big Data. Le Big Data, vous savez tous ce que c'est, et vous savez tous ce que ça apporte pour les entreprises. Globalement, la détermination de tendances et le ciblage précis des habitudes de consommateurs, etc., etc. Pour l'État, c'est moins évident. À la fin des années 70, dans le Chili socialiste de Salvador Allende, a été conçu un système qui s'appelait CyberSyn. Ça consiste en un centre, un headquarters, un QG, qui donne des informations et qui relève des informations par téléx à l'époque, c'était assez concept, avec les différents acteurs économiques de la vie économique locale. Et donc on va poursuivre des objectifs macroéconomiques avec des outils microéconomiques. Les informations remontent par téléx au centre et le centre redistribue les informations qu'il juge pertinentes pour orienter la production. Alors, le problème de CyberSyn, c'est que ça n'a jamais marché parce que le coup d'État d'Augusto Pinochet est arrivé trop tôt. La CIA a un peu tué le truc dans l'œuf. Mais de toutes les façons, on peut se dire, ça n'aurait pas forcément très bien marché parce que ça s'attaque à des variables dont on sait aujourd'hui qu'elles sont efficacement allouées par le marché. Donc le côté vertical du système est en fait contre-productif, sauf dans la circonstance où il y a une efficience de marché, ce qui se passe lors des pénuries. Donc c'est un système qui est très efficace si d'un côté vous avez une population qui meurt de faim et de l'autre côté une production de pommes de terre qui est excédentaire et que le lien entre les deux n'arrive pas à se faire. Dans tous les autres cas, il vaut mieux appareiller l'offre et la demande et le marché fait lui-même la traduction. Toujours est-il qu'au niveau du concept et avec les moyens de l'époque, c'était quand même déjà pas mal pensé. Et d'autre part, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a rien d'équivalent en France. On a un modèle informatique macroéconométrique ex post, c'est le modèle de l'INSEE, qui permet d'avoir 2 ou 3 ans après des informations sur la France. Et on a un modèle au ministère de l'économie qui s'appelle le modèle Mésange, qui est un petit chef-d'œuvre informatique qui permet d'avoir des prévisions, ou au moins des simulations de politique économique, mais c'est toujours un peu dans un monde merveilleux. C'est-à-dire que vous rentrez des variables et vous estimez que tout le monde a un coefficient de consommation de 40% avec une épargne de 60%, etc., etc. On peut en venir à aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la gouvernance cybernétique, qu'est-ce que c'est l'administration électronique. Aujourd'hui en France, on a 2 axes principaux. C'est le SGMAP, donc faire simple, et Etalab. D'un côté, c'est l'utilisation et le développement d'outils informatiques pour rationaliser l'action publique, et de l'autre, c'est l'utilisation des données publiques. Et le SGMAP a lancé depuis 2012 une modernisation accélérée. Vous avez différentes agences publiques qui utilisent des moyens open source et après avoir développé leurs propres outils, les reversent au domaine public. Par exemple, la gendarmerie nationale, elle utilise Debian, elle utilise Ubuntu. La ville de Paris et Sciences Po développent leurs propres outils, comme plein d'universités d'ailleurs, et une fois qu'elles les utilisent, elles les reversent au domaine public. Le nouveau système utilisé pour la gestion de son personnel par le ministère de l'Éducation nationale, c'est un outil qui a été développé par le ministère de l'Éducation nationale espagnol. Donc on est en train de changer complètement de doctrine par rapport à ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait des macro-projets, on faisait d'énormes logiciels. Vous avez entendu parler du système de SIRH interarmée Louvois. Louvois, ça a coûté très cher. Ça n'a jamais vraiment bien marché. Et c'était un énorme projet qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour échouer. À l'inverse, les nouveaux systèmes qui se développent
Je ne sais pas si vous êtes dans une association. Aujourd'hui, si vous êtes gérant d'association, plutôt que d'aller à la préfecture, de perdre 6 heures en queue, faire le mauvais formulaire, etc., etc., vous avez un formulaire Internet, vous avez un fonctionnaire qui vous répond par mail, et tout ça s'enchaîne très très bien. Bon. Autre exemple d'échec, la NHS au Royaume-Uni a essayé de faire quelque chose de très intuitif, de centraliser sur une même base de données les dossiers de tous les patients. A priori, ça paraît logique. Vous allez à l'hôpital, on vous rentre la raison pour laquelle vous êtes là, on vous met une petite ordonnance, et quand vous allez chez le médecin, il voit qui vous êtes, il a accès à l'ordonnance, il vous donne les médicaments. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça leur a coûté 10 milliards de pounds. C'est l'équivalent de 2 ans du budget de la justice française. Donc c'est pas rien quand même. Donc on est en train de changer complètement de doctrine. Pour Etalab, pour le big data, pour le coup, c'est encore un peu tôt pour juger. On n'a pas vu vraiment de projet qui change la vie des citoyens, même si la logique de coopération est là. Etalab, vous avez peut-être déjà participé à un des projets, à un des ateliers qu'il propose, c'est devenu vraiment quelque chose de coopératif, avec pour but de rendre l'utilisateur acteur, en fait, de ces systèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce cours historique? D'une part, que notre système qu'on va concevoir, il ne doit pas être complètement horizontal et il ne doit pas être complètement vertical. Il doit être open source, il doit être peu cher et il doit être adaptable. Enfin, la façon la plus efficace de le déployer, c'est de faire l'utilisateur final un utilisateur du système. Il faut que le destinataire de l'action publique soit un utilisateur du système qu'on va faire. Alors maintenant, les outils. À quoi on peut penser? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous permettre de construire un réseau en répondant à nos critères qu'on vient d'énoncer et en ajoutant un, on ne peut pas avoir d'énergie. Il faut que la dépendance à l'énergie soit très faible. Parce que si on a déjà des infrastructures, si on a déjà des routes, des voies ferrées, un accès à l'eau et un accès à l'électricité, l'État existe toujours. Les fonctionnaires peuvent toujours aller et venir, l'information circule, on n'a pas de problème. Bon. Première chose, c'est assez intuitif, les nano-ordinateurs, type Raspberry Pi, et l'encre électronique. Les deux sont actuels, les deux prennent peu d'énergie, les deux peuvent être utilisés avec des distributions libres. Jusque-là, on est tous d'accord, c'est facile. Personnellement, j'en ai fait une version, c'est le Pink. Vous l'avez peut-être vu sur Hackaday ou sur le blog de Corben. Toujours est-il, si vous voulez qu'on en parle, je l'ai amené, il est quelque part par là, donc on pourra en parler après au niveau code si ça vous intéresse. Donc ça, c'est déjà un terminal intéressant. C'est quelque chose de résistant, qui coûte pas cher. Le total doit coûter à peu près moins de 100 €. Et ça, si c'est bien conçu, mieux que ça peut durer 3 semaines sans batterie. Ou alors, ça peut être rechargé avec un petit panneau solaire et durer encore beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est quelque chose de très intuitif qui pourrait nous servir. Autre chose, les antennes mobiles. On en a parlé récemment, vous l'avez vu, à propos du Mexique. Dans les zones montagneuses au Mexique, les opérateurs nationaux refusent de déployer des antennes, un peu comme les zones blanches en France. Ils demandent aux communautés de débourser 50 000 $ pour venir construire et raccorder une antenne. Par contre, si on change de système, qu'on construit sa propre antenne et qu'à la place du matériel radio, on utilise des solutions logicielles open source, le prix tombe à 7 500 $. Le problème, ça pourrait être pas mal pour refaire un réseau, mais le souci, c'est qu'il faut une source d'électricité, une source d'énergie, et donc ça nous intéresse moins. La dernière chose qui nous intéresse, c'est les drones. On vient d'en parler. Pourquoi les drones? Parce que, bien que ça coûte encore assez cher, les drones, ça peut nous permettre de redéfinir un concept cybernétique et informatique très primaire, qui est un peu d'ailleurs le premier concept informatique dont nous disposions, c'est la poste. La poste, c'est quoi? La poste, c'est un nœud, une boîte aux lettres, et un lien entre les différents nœuds. Quand vous allez à la poste, vous allez à la boîte aux lettres,
Vous mettez votre message dans le nœud, un facteur vient et il va le prendre, le relever et le distribuer au nœud le plus proche de votre destinataire. La boîte aux lettres, on vient de le voir, ça pourrait être notre petit Pink, notre petit Raspberry Pi avec un écran à encre électronique. Maintenant, le facteur. Le facteur, il reste pas toute la journée devant sa boîte aux lettres. Il passe 1 fois, 2 fois par jour. Donc, on n'a pas besoin qu'il soit 100% du temps actif. Et c'est là que le drone devient intéressant. Un drone comme ça, qui a été présenté au Salon du Bourget il y a 2 jours, il peut faire des choses pas mal. Il peut voler lentement, mais longtemps. Et contrairement aux ballons, aux mini-satellites que veut déployer Google ou Facebook, on est sûr qu'il va y arriver. Et on est sûr que quand on l'envoie, il va faire le tour et on aura nos informations. Du coup, avec ces outils, déjà, on peut penser qu'on a un réseau. On a nos terminaux, on a nos nœuds, et on a notre drone qui va passer tous les jours, qui va, quand il passe au-dessus d'un terminal, relever à distance les informations et distribuer celles qui sont demandées. Et avec ça, on va pouvoir avoir un embryon de dispositif qui va pouvoir nous permettre de distribuer l'information. Maintenant, la partie la plus compliquée. Comment on fait pour rétablir un état avec ce dispositif? Première question, qu'est-ce qu'on fait avec ce dispositif? Un état, c'est quoi? Un état, vous le savez, ça a quelques missions principales. Ça peut avoir comme mission la justice, le droit, donc à la fois la sécurité et le fait de rendre la justice. Ça peut avoir comme mission la cohésion nationale, la solidarité, la représentation. Ces deux données, elles sont très verticales. Vous ne décidez pas vous-même de votre sécurité, vous ne décidez pas de la justice qui s'applique à vous, vous ne décidez pas de vos propres lois. Mais c'est immatériel, donc c'est de l'information. Le troisième grand réseau, grande fonction de l'État, c'est tout ce qui est nécessaire à notre survie matérielle. Là déjà, l'eau, la nourriture, l'accès aux soins, pour les plus basiques, à court terme. Là déjà, c'est beaucoup moins vertical. On peut partager. Quand vous avez une catastrophe à un endroit, on peut équilibrer. C'est une gestion de stock et de flux. Si un village n'est pas touché et sa pharmacie est pleine, on doit lui donner l'information pour qu'il puisse redistribuer ce dont il dispose aux différents points du réseau qui en ont besoin. Prenons un exemple très concret. Le Népal. Là, vous voyez, une petite vidéo Google Maps. Si on sort de Katmandou, très vite, le Népal, c'est quand même des montagnes. Quand il y a un séisme dans les montagnes, il y a des failles qui s'ouvrent, il y a des éboulements. En plus, il y a la mousson qui arrive, qui va créer des lacs. Donc, ça devient vite compliqué. Juste pour rajouter un peu dans les faits, le séisme au Népal, c'est 10 milliards de dollars de dommages. Seuls 2% sont assurés. On a 30 millions de personnes dans ce pays, il y en a 8 millions qui sont directement touchés. Évidemment, tout le monde est touché. Mais les gens qui sont touchés physiquement, psychologiquement par le séisme, c'est presque un tiers de la population. Sur les différentes habitations qui existent, il y en a 500 000 qui sont endommagées, il y en a 70 000 qui sont complètement détruites. Donc ça, c'est une catastrophe. Comment on fait pour distribuer notre réseau, pour larguer nos terminaux dans ces conditions? Il y a plusieurs solutions. Personnellement, celle que j'ai retenue, après en avoir discuté avec plusieurs personnes, c'est celle de larguer les terminaux. Le problème, quand vous les larguez, c'est que vous avez toujours une zone de précision. Elle est plus ou moins grande. Elle peut être d'ailleurs plutôt faible. Si votre ping, votre terminal, il chute à 200 mètres de la cible, ça paraît pas loin.
mais s'il y a un dénivelé de 2000 mètres parce qu'il y a une falaise, ça fait très loin. Donc la solution à laquelle on peut penser, à laquelle on pense tous d'ailleurs, c'est de mettre un drone dans le paquet, d'arrimer le terminal au drone. Le drone se pose, il est largué, détermine sa position absolue par GPS, puis sa position relative vis-à-vis de sa cible, et il la rejoint. Ça paraît simple, avec un petit quadricoptère. Éventuellement, s'il peut embarquer une source d'énergie comme une batterie un peu efficace ou un panneau solaire, ça peut être pas mal. Et avec ça, on peut commencer à avoir un réseau, vu que de toute façon, notre facteur, notre drone, il tourne dans les airs, donc les montagnes, ça ne gêne pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce réseau? Le réseau, il a plusieurs fonctions. D'abord, on l'a vu, c'est de la gestion de stock. Quels médicaments on a besoin? Est-ce qu'il faut des vaccins? Est-ce qu'il faut du matériel pour accéder à l'eau potable? Est-ce qu'on doit redistribuer des données à l'un ou à l'autre? À moyen terme, ce qui est très très important, c'est la cohésion nationale. Vous savez bien, en France, on a un État qui est solide. On peut se prendre 3 séismes, on peut se reprendre des révoltes armées en Corse et en Bretagne, on peut se prendre plein de choses, il n'y a pas de souci, on peut se prendre 2 pandémies, l'État ne tremblera pas, parce qu'on a une nation qui est ancienne, parce qu'on a des alliés solides, parce qu'on a des infrastructures qui sont solides. Dans les pays du Sud, dans les pays où vivent ces 3 milliards de personnes qui sont vulnérables, c'est une autre histoire. C'est des nations qui sont jeunes, avec des régions, des provinces qui sont différentes, avec différentes ethnies, différentes religions. Et ça peut très vite être un problème. Dès qu'il y a une crise, tout de suite, ce sont les plus vulnérables qui en sont les victimes. Donc les plus pauvres, les minorités et les femmes. C'est quelque chose contre quoi on doit se battre. Voici donc les 3 grands axes de nos recommandations. Que faire avec le dispositif, le système qu'on vient de déployer? Pour l'économie, c'est assez intuitif, c'est assez facile. On doit reconstruire un marché. Le problème, quand vous avez une grande catastrophe, c'est que le prix disparaît. Le prix, c'est pratique. C'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Ça vous donne l'indication de la valeur des choses et ça vous donne l'indication de la qualité des choses. Quand il y a une catastrophe, tout s'effondre. Ça veut dire que votre ordinateur, qui hier valait 1 000 $, il vaut un sac de pommes. Parce que les pommes, vous pouvez nourrir votre famille avec. Ou une ampoule de pénicilline. Mais l'ordinateur, moins. Ça veut dire que si vous commencez à dégrader votre capital pour survivre, la reprise sera beaucoup plus chère à moyen terme et beaucoup plus longue à revenir. Donc, il faut garantir les prix. Comment faire? Entre 2011 et 2014, le nombre de personnes dans le monde avec un compte bancaire a augmenté de 700 millions. Comment c'est possible? C'est possible parce que on a déployé, grâce à la Banque mondiale, a été déployé un système de mobile banking. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des applications aujourd'hui sur Nokia 3310, sur lequel vous envoyez votre numéro de compte, vous envoyez un SMS et ça fait un virement. Grâce à notre système, le Raspberry Pi, vous le savez, il peut faire des ondes. C'est un hack qui s'appelle Pi-FM. Je ne vous conseille pas de le tester ici parce que c'est vraiment très très illégal et c'est pas bien, mais vous pouvez le faire chez vous. Je vous laisse faire ce que vous voulez en tant qu'adulte chez vous. Toujours est-il qu'on peut commencer à rétablir ce système. Autre chose, l'économie doit permettre de rejoindre l'offre et la demande. Et là, ça nous fait penser à un système qu'on a écarté tout à l'heure, mais qui devient pertinent. CyberSyn, en temps normal, quand le marché fonctionne, c'est nul. Par contre, en temps de crise, quand vous devez appareiller à la main l'offre et la demande, ça devient vraiment intéressant. Alors, on ne va pas tout reconstruire en Telex, c'est pas forcément une bonne idée, mais on peut reconstruire un réseau de type CyberSyn en reprenant le concept, en automatisant un peu certaines de ces tâches pour appareiller l'offre et la demande. Ensuite, la santé. Alors la santé, ce n'est pas que de la pharmacie.
On peut distribuer du misoprostol aux femmes enceintes, comme c'est le cas aujourd'hui au Népal, mais ce n'est pas que ça. Le problème, au niveau de la santé, c'est les pandémies. On a des modèles aujourd'hui informatiques qui permettent de prévoir l'évolution de la pandémie. C'est-à-dire que vous rentrez des variables, la contamination, le mode de transmission du virus, sa virulence, le nombre de jours d'incubation. Vous le mettez sur une carte avec des flux de personnes, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, et en temps réel, vous pouvez prévoir où va se manifester la pandémie. Ça, c'est pas mal. Sauf qu'en réalité, comme il y a toujours un temps d'incubation, là, vous savez qu'elle va apparaître, la pandémie, en fait, elle y est déjà. C'est juste que les symptômes des gens ne sont pas encore apparents. Du coup, c'est quand même utile. Parce que si vous dites à une communauté locale, grâce à notre réseau, qu'il y a chez elle 200 personnes sur les 1000 que compte le village, qui vont dans 3 jours avoir des symptômes du style les oreilles qui saignent et, je sais pas, les yeux qui saignent aussi, ça va permettre aux gens de se préparer. Ça va permettre d'éviter la panique et les gens qui cachent les gens malades, comme ça a été le cas avec Ebola, dans l'espoir de les faire survivre avec leur médecine traditionnelle à base de prières, différents dieux assez ésotériques. Donc, ce système d'information est quand même très important. Enfin, la dernière, et je terminerai par là, ma conférence, c'est le droit. Quand il y a des catastrophes, l'impact physique est majeur et l'impact psychologique est aussi très très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont considérer que c'est une punition divine. Vous avez peut-être vu aux infos mercredi que le Népal a condamné un couple de touristes qui s'étaient photographiés nus devant la montagne avant le séisme pour avoir causé le séisme. Alors, ce type de photographie, déjà, je ne l'approuve pas, je pense que vous non plus, mais ça ne vaut pas vraiment le coup d'une condamnation. Cet exemple, il est assez drôle. Par contre, dans certaines zones d'Afrique où il peut y avoir de graves catastrophes et où on pratique toujours l'excision, c'est beaucoup moins drôle. Donc ce qu'il est absolument nécessaire par ce système d'information, c'est de garantir que le droit sera toujours appliqué. Et ça vaut autant pour les citoyens que pour les fonctionnaires. Le fonctionnaire local, si c'est un médecin ou un professeur, pas de problème. Si c'est le sergent ou le commissaire local et qu'il a une armurerie à sa disposition, c'est déjà beaucoup plus un problème. Il va très vite s'improviser monarque de droit divin et ça peut déraper extrêmement vite, surtout en Asie où les tensions raciales et religieuses sont graves. Vous avez vu en Birmanie ce qui s'est passé, c'est assez tragique. Pour terminer, une question peut-être, qui va utiliser ces terminaux? Est-ce que ça va être les hommes? Est-ce que ça va être les femmes? Est-ce que ça va pas plutôt être les enfants? Et quel protocole utiliser pour rendre ces outils immédiatement compréhensibles par la personne qui les reçoit? Voilà, ça c'est les questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse et si vous voulez on pourra en parler après. Merci.